Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui nous concerne tous, la formation professionnelle. Alors, c'est devenu un sujet stratégique majeur, que ce soit en entreprise et aussi à titre individuel, car les métiers se transforment de plus en plus vite et nécessitent de se mettre à jour et puis d'acquérir de nouvelles compétences. Et pourtant, malgré ce constat, quand on s'y intéresse d'un peu plus près à la formation professionnelle, on se rend compte d'une chose. On évoque surtout des catalogues, des programmes, les financements, des formations certifiantes, et on oublie pourtant de se poser la question essentielle. Qu'est-ce que cette formation va réellement changer dans ma façon de travailler et dans mon quotidien? Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Pourquoi tant de formations produisent peu de résultats et surtout comment y remédier? Aujourd'hui, on va croiser deux regards complémentaires, qui est un regard du terrain de la formation pour comprendre ce qui se passe réellement, et un deuxième regard qui est sur les mécanismes d'apprentissage pour voir comment on apprend et quels sont les leviers d'impact. Et pour ça, je suis accompagné de Sarah. Donc Sarah, je te laisse te présenter, si tu le veux Merci bien. Samuel. Donc bonjour à tous. Donc je m'appelle Sarah. J'exerce aujourd'hui comme coach en neurosciences appliquées. Aujourd'hui, j'interviens pour vous apporter des éclairages par rapport à ces processus d'apprentissage d'un point de vue neurosciences et en particulier d'un point de vue neuropédagogique. Et cette expertise me vient de mon parcours personnel et professionnel, puisque avant d'être coach, j'ai exercé 15 ans en tant qu'architecte d'intérieur libéral. C'est un métier qui a été aussi passionnant que challengeant et qui, à un moment donné, est venu me heurter et m'amener à me poser la question suivante. Qu'est-ce qui explique que on se maintienne dans des situations difficiles, parfois délétères, en présentant des arguments totalement légitimes, mais qui s'effondrent totalement lorsqu'il est trop tard. Et les neurosciences sont venues m'apporter toutes les réponses à non seulement cette question, mais à bien d'autres encore. Et pourquoi? Parce que les neurosciences sont une science, une discipline qui permettent de comprendre les mécanismes cérébraux à l'origine de nos pensées, de nos émotions et de nos comportements. Et donc, c'est ce que je vais essayer de vous transmettre aujourd'hui à travers le prisme des apprentissages et de la formation. Merci Sarah, belle introduction. Alors de mon côté, je suis Samuel Peixao, je suis le cofondateur d'Edwin. Donc avant Edwin, j'ai travaillé dans le marketing, dans la santé pendant près de 20 ans. Alors j'y ai connu la formation des deux côtés, comme participant et comme formateur auprès des équipes marketing et commerciales en France et à l'international. Et très tôt, j'ai observé un décalage, malgré des investissements importants dans la formation des équipes. Les pratiques restaient étonnamment inchangées sur le terrain. Alors, je me suis alors posé la question, est-ce que le problème vient des formations? Est-ce que c'est le contenu? Est-ce que c'est la manière dont on les conçoit? Et c'était la transition parfaite pour moi, car j'avais toujours rêvé d'apporter du changement concret sur de vraies problématiques dans mon travail. Et donc, avant de créer Edwin, j'ai interrogé plus de 200 personnes pour comprendre comment la formation est ressentie par les participants. Et là, ça a été une vraie découverte, et ce qui en est ressorti m'a vraiment marqué. Plus de 87% des personnes qu'on a interrogées ont déclaré que leur dernière formation ne répondait pas à leurs besoins. Et pour beaucoup, cela avait même diminué leur motivation à se former et même préféré à s'auto-former. Et à partir de là, une conviction s'est imposée à moi. Une formation ne doit pas se contenter de transmettre des informations. Elle doit répondre à un besoin concret et permettre une mise en pratique efficace avec le bon formateur, le bon accompagnement. Et c'est exactement ce qui nous a conduit à créer Edwin. Et c'est ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui en vous apportant différents éléments. Notre objectif, à moi et à Sarah, est de vous fournir des repères pratiques. Dans un premier temps, comprendre pourquoi certaines formations ne fonctionnent pas. Ça, c'est l'élément de base.
ce qui va nous aider à aller plus loin et examiner le processus d'apprentissage du cerveau et identifier les causes les plus courantes d'échecs. Et enfin, les leviers pour optimiser l'impact de ces formations et sélectionner une formation efficace. Donc justement, la plupart des formations, on observe un décalage entre la manière dont elles sont construites et la manière dont notre cerveau apprend réellement. Alors pourquoi ? Parce que notre attention est limitée. Au bout de quelques minutes, elle décroche. Et d'ailleurs là, normalement, je suis déjà en train de vous perdre. Et si je relance votre attention, si je vous fais participer, si je vous remets en situation, là, vous restez engagé. Et si je veux que vous reteniez vraiment quelque chose dans le temps, il faut aller encore plus loin. Il faut de la répétition, il faut du rappel, il faut de l'ancrage, c'est-à-dire de la mise en application dans le contexte, dans votre quotidien. Le problème, c'est que beaucoup de formations sont construites autrement. On cherche à transmettre un maximum d'informations, on structure bien le contenu pour qu'il soit bien clair, bien fluide et compréhensible par les apprenants. Est-ce que ça suffit pour apprendre ? On vient de le voir, pas vraiment, et c'est précisément ce décalage qui explique pourquoi une formation peut être intéressante sur le moment, sans réellement produire de changement ensuite. Pour continuer dans cette approche, alors quand ce décalage existe, les conséquences ne sont pas seulement pédagogiques, elles deviennent très concrètes. C'est-à-dire pour les entreprises, le temps mobilisé des salariés, les personnes restent mobilisées pendant une journée ou même voire plusieurs jours, et les équipes sont formées, mais très peu appliquent sur le terrain. Le retour sur investissement est difficilement mesurable. Mais l'autre impact au-delà de l'entreprise, c'est aussi l'impact humain. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes qui ont suivi certaines formations, qui m'ont partagé, je comprends, mais je n'arrive pas à l'appliquer, Samuel. Et ça génère quoi ? De la frustration, de la perte de confiance et aussi un certain cynisme vis-à-vis des formations. Et au final, les équipes ont appris des choses, mais n'appliquent pas. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on entend cette phrase « la formation ne sert à rien ». Ça, je l'ai beaucoup entendu lorsqu'on a fait notre enquête auprès des plus de 200 personnes, à la fois salariés indépendants, où oui, ça sert à rien, je m'auto-forme, ça me va. Ce décalage ne concerne pas seulement la manière dont la formation est conçue. Elle concerne aussi la manière dont on l'a choisie. Aujourd'hui, vous cherchez une formation, que vous soyez salarié, indépendant ou une entreprise, qu'est-ce que vous regardez en premier ? En général, ce qui est immédiatement visible, ce qui est comparable, c'est-à-dire le programme, pour voir si elle répond aux besoins à la problématique du moment, la durée, le prix, et puis les avis, les commentaires. Ce sont des repères utiles, ils sont faciles à comparer et ils rassurent, mais ils disent assez peu de choses sur l'impact réel de la formation. Ce qui fait vraiment la différence est souvent beaucoup moins visible. On parle ici du cadrage du besoin, de la manière dont on va apprendre, chaque individu est différent, et surtout de la façon dont on va pouvoir appliquer concrètement. Autrement dit, on compare très bien la vitrine, mais beaucoup moins ce qui permet réellement de transférer et la manière dont la mise en pratique. Il y a un principe fondamental à garder en tête que vous voyez sur cette slide, c'est former ne veut pas dire apprendre. Comprendre quelque chose ne garantit ni sa mémorisation, ni sa réutilisation. C'est exactement ce que vous voyez sur cette courbe de l'oubli d'Ebbinghaus, avec cette courbe de l'oubli où on voit que l'information que vous avez acquise s'oublie très rapidement. En une semaine, vous avez déjà perdu plus de 50% de ce que vous avez appris. Et donc, sans réactivation, une grande partie de ce que l'on voit en formation est oubliée très rapidement. Et c'est là qu'il faut faire une distinction importante, avoir été exposé à une information et l'avoir réellement consolidée. Et ce n'est pas la même chose. Le levier ici, c'est ce qu'on appelle le rappel actif. Et c'est ce qu'on voit dans la courbe violette avec des rappels et le gain grâce au rappel de la mémorisation.
Donc concrètement, ça veut dire quoi? Une fois que vous avez été formé, se retester, reformuler, réutiliser l'information plus tard dans son contexte. Et ça aide à mémoriser. Autrement dit, ce n'est pas le fait d'avoir vu ou compris qui fait apprendre, c'est l'effort de récupération par la mise en pratique. Et justement, pour aller plus loin, je vais laisser la parole à Sarah, qui va vous expliquer plus concrètement les mécanismes de l'apprentissage du cerveau et les différents leviers. Merci Samuel. Donc, nos capacités d'apprentissage reposent sur un ensemble de processus qui sont mis en œuvre par notre cerveau, qu'on appelle des capacités cognitives, pour traiter l'information. Ces capacités cognitives, elles sont classées en 4 catégories, au premier rang desquelles se trouve la mémoire. Donc, Samuel en parlait juste avant. La mémoire est une capacité, en fait, qui flanche assez rapidement. Au quotidien, c'est notre mémoire implicite, notre mémoire inconsciente qui est en jeu. Et vous le remarquerez, c'est ce qui nous permet de garder en tête des souvenirs, de fredonner une mélodie quand vous l'entendez régulièrement, parce que ça, c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité cérébrale. C'est un organe qui s'adapte très vite. Mais ce qui va nous intéresser quand il est question d'apprentissage, c'est d'activer notre mémoire explicite, notre mémoire consciente et volontaire. Et ce processus, il s'opère en plusieurs points. D'abord, garder des traces, donc encoder l'information pour garder des traces dans notre mémoire. Donc, consolider cette information, c'est-à-dire la traiter de manière à capter qu'elle est bien intégrée, et puis après, à la récupérer quand on en a besoin. Et ce processus va engager plus ou moins d'efforts et va nécessiter plus ou moins d'énergie en fonction de la quantité et de la complexité des informations que nous serons amenés à traiter. Donc, c'est un processus en 3 étapes. Donc, l'encodage, notre capacité à garder des traces, la consolidation, qui est le fait de renforcer ces traces, et puis après la récupération, notre capacité à les récupérer pour en faire usage quand on en a envie. Et évidemment, pour pouvoir mettre en place ce processus de mémorisation, il est important de pouvoir focaliser notre attention, c'est-à-dire notre capacité à traiter une information donnée dans le cadre d'un objectif à atteindre. Donc, cette attention, vous l'aurez compris, elle nécessite d'être capable de se concentrer pour faire le tri entre des informations qui vont être pertinentes ou pas, et ensuite être capable de remobiliser notre attention lorsqu'on a été distrait. Puisque vous le savez, on est dans un environnement de manière générale qui est hyper stimulant, où on est sollicité de toutes parts, et donc dans le cadre d'un apprentissage, vous l'avez déjà noté, on est facilement distrait, facilement interpellé par notre téléphone et par tout un tas d'événements. Donc il est important que notre attention soit bien dirigée quand il est question d'apprendre, pour pouvoir garder le fil et ne pas se perdre. Donc, cette attention, elle est donc liée à notre mémoire et elle a besoin d'être soutenue, d'être dirigée et remobilisée, et elle va être d'autant plus importante que le sujet va être intéressant ou important pour nous. Et ce qui va aller dans la continuité du 3e pilier, qui est notre engagement, c'est-à-dire notre capacité à passer à l'action une fois qu'on a intégré une information, enfin en tout cas qu'on a appris quelque chose de nouveau ou qu'on est en train d'apprendre quelque chose de nouveau, de nous engager dans un processus de mise en pratique. Et l'engagement, il va dépendre de notre envie et de notre motivation. Si notre envie n'est pas claire et si notre motivation n'est pas assez importante, en fait, on va avoir du mal à nous mobiliser, à mobiliser notre énergie, parce que notre pourquoi va conditionner cette mise en mouvement. Elle implique donc une certaine capacité, une certaine confiance en notre capacité de compréhension, mais aussi de mémorisation. Et donc, vous l'aurez compris, la mémoire, l'attention et l'engagement sont intrinsèquement liés, parce que ils vont quelque part éveiller en nous des émotions qui vont générer soit un engouement quand les émotions perçues vont être agréables, ou au contraire un décrochage. Donc, quand vous êtes dans un processus d'apprentissage, vous pouvez être
au fur et à mesure amené à vérifier si ce que vous avez si ce que vous avez venez de découvrir a bien été compris, de commencer à mettre en pratique à travers des exercices. Mais l'idée, c'est de monter un peu par étapes et d'aller vérifier si dans le processus, notamment de mémorisation, il y a eu, s'il n'y a pas eu des erreurs ou des mécompréhensions, d'aller refocaliser votre attention pour aller détecter ces erreurs et vous engager dans un processus qui éventuellement vous permettrait de ne pas réitérer ces erreurs à l'avenir et gagner en autonomie. Et le travail par l'application, par l'erreur est hyper important, parce que là encore une fois, on va voir à quel point ces 4 piliers sont interconnectés, puisque de nouveau, vous allez être confronté à vous-même. Votre capacité à mobiliser votre attention, à la focaliser, à vous engager, à accepter votre part d'erreur dans le processus et à ne pas vous arrêter là, à réengager un processus de découverte, de remise en question, va permettre de soit se dire je continue à apprendre, ok, je me challenge, je continue je suis dans un processus d'apprentissage après tout, et donc je ne décroche pas, et de ne pas s'arrêter, de ne pas remettre en question votre estime de vous-même et de vous dire voilà, je fais partie d'un ensemble, je fais partie d'un groupe, je peux toujours poser des questions et je continue. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc ces 4 piliers sont interconnectés parce que notre cerveau est un organe qui est fait pour en fait capter l'information qui est dans notre environnement. Et là, vous comprendrez que l'attention, l'engagement et l'application par l'erreur sont des capacités qui sont activées dans la partie de notre cortex frontal. Donc, c'est ce qui permet de capter l'information et une fois ce signal détecté, d'apporter une réponse qui va être adaptée. Simplement, ces processus, vous l'aurez compris, vont activer une autre partie de notre cerveau qui est notre système limbique. Donc, le système limbique est la partie de notre cerveau qui gère nos émotions et notre capacité à mémoriser les événements. D'ailleurs, vous le verrez, notre cerveau étant programmé pour assurer notre survie et faire des économies d'énergie, les processus de mémorisation, notamment ceux qui sont automatiques, sont ceux qui vont permettre implicitement de prendre des décisions très rapidement pour qu'on soit toujours dans un environnement safe. Et ce qui est important de comprendre là, c'est que votre cerveau, que vous soyez à l'extérieur, à l'intérieur, en train d'apprendre, en train de faire la cuisine, etc., lui, il est en permanence en train d'analyser si là où vous êtes et ce que vous êtes en train de faire est OK par rapport à votre intégrité au sens de votre sécurité. Juste un petit commentaire, Sarah. Alors, merci beaucoup pour apporter cet aspect physiologique aussi, et la carte neuroscientifique, c'est quelque chose qui est hyper important pour comprendre tous ces mécanismes. Et plus concrètement sur le terrain, c'est vrai, ce qu'on voit, c'est que aujourd'hui, lorsque vous animez une session de formation, c'est compliqué. Il y a le téléphone qui est à proximité, donc c'est vraiment important dès le début d'une formation, d'indiquer aux apprenants qu'il y a des moments, il y a des temps où ils pourront consulter leur email, répondre aux urgences. Ça permet aussi de leur indiquer que c'est un temps qui est dédié à eux, qui vont pouvoir se concentrer et qui vont pouvoir justement assimiler les informations, parce que on décroche très rapidement et après les apprenants perdent beaucoup de temps à courir derrière pour recomprendre. Et au final, ça devient un exercice qui est relativement épuisant. Et justement, pour rejoindre sur ce que tu disais, le cerveau, il est assez feignant, il va décrocher assez rapidement parce que ça lui demande beaucoup trop d'efforts. Et l'autre point, c'est justement l'engagement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans des formations qu'ils n'ont pas demandé, où on leur a imposé, et il est très très important d'en amont de faire un travail explicatif pour bien leur expliquer c'est quoi leur objectif et d'essayer d'aligner leur objectif personnel au projet de formation derrière. Donc c'est pas toujours évident, mais ça c'est un travail que justement doit être fait en amont, soit par l'entreprise ou individuellement. C'est un peu plus simple individuellement, mais c'est un point important pour obtenir de l'engagement, parce que sans engagement, il y a beaucoup de formations qui sont financées et il y a beaucoup de formations qui sont abandonnées parce que justement ça manque d'engagement financier et de choix également.
tout ce qui va être perçu par notre cerveau comme étant difficile, désagréable, ennuyeux, euh, peu important finalement, va être perçu comme quelque chose, va être assimilé quelque part à un danger, à un risque. Il faut comprendre que pour le cerveau, il n'est pas forcément question de danger vital. Tout ce qui compromet quelque part cet équilibre qui va engager de l'énergie, en fait, c'est surtout ça. S'il n'y a pas une motivation claire derrière, s'il n'y a pas un intérêt qui va être perçu par le cerveau de manière à engager le processus de récompense, hein, vous le connaissez, donc il va complètement décrocher. Ce qui l'intéresse, lui, c'est pas de vous aider ou de vous faire plaisir ou de vous rendre heureux. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de faire le tri entre ce qui est utile ou pas. Donc, s'il y a un bénéfice quelque part à ce que vous faites, alors il va contribuer, participer à votre mise en pratique, à votre mise en action, à votre mise en mouvement. Faut imaginer, je caricature un peu, j'aime bien donner l'image d'un petit bonhomme qui serait dans votre tête là avec ses petites lunettes et qui serait aux commandes comme ça, complètement focus sur OK, je valide pas. Voilà. Donc ce petit bonhomme, va falloir un peu le convaincre, lui dire OK, voilà, j'ai besoin d'aller apprendre quelque chose, c'est hyper important pour moi. Ce qui va faciliter ou en tout cas ce qui va pouvoir entraver le processus, c'est la charge cognitive perçue, qu'elle soit réelle ou pas. Donc en fait, si vous êtes confronté à une charge d'information trop importante ou un niveau de complexité trop important, donc d'où l'importance de vérifier où vous mettez les pieds, dans quoi vous vous engagez, le cerveau risque de décrocher. En fait, donc s'il décroche, votre attention est perdue et évidemment derrière, vous ne mémorisez rien. Il y a tout un tas de processus qui sont mis en cause, qui sont mis en place, qui vont compromettre en fait votre confiance en vous, votre estime parfois, et donc vous êtes dès le départ quelque part en décrochage, coupé de ce que vous étiez venu faire. Donc il est important que dans le processus, vous soyez aussi conscient de votre niveau d'énergie, de là où vous en êtes, de vos besoins en termes de capacité d'apprentissage. Est-ce que vous êtes quelqu'un, par exemple, si vous êtes un profil neuroatypique type HPI, la masse d'informations va beaucoup vous intéresser. Si vous êtes un TDAH, là, ça va être plus compliqué d'être focus sur un temps très important. Là, j'ai pris des exemples extrêmes, bien évidemment, pour étayer un peu mon propos, mais l'idée, c'est de trouver le juste équilibre entre la partie théorique qui va vous être proposée et la partie pratique qui, elle, va permettre de vous engager pleinement dans ce processus d'apprentissage. Le deuxième point, il est lié justement à ce processus d'apprentissage parce que très souvent, on a affaire à des formateurs qui ont vraiment plaisir à partager leurs connaissances et qui ont plaisir à vous aider à développer vos compétences. Et la plupart du temps, en fait, ces formateurs, ils ont parfaitement intégré ces informations et ils sont capables de vous les transmettre de manière très simple, très fluide, etc. Et il peut arriver que dans ce processus, vous soyez amené à penser que la simplicité apparente de l'information comme ça qui vous est communiquée vous a permis de non seulement apprendre, mais d'avoir complètement intégré et d'être capable en fait d'être tout de suite autonome au sortir de cette formation. Et malheureusement, c'est une erreur parce que ce faisant, vous êtes beaucoup moins attentif, vous êtes beaucoup moins concentré, vous avez l'impression que OK, c'est acquis, et donc l'illusion de la compétence, c'est cette confusion qu'il y a entre j'ai compris et j'ai complètement intégré pour être autonome dans ma pratique. Et de l'autre côté, du côté des formateurs, c'est la malédiction des connaissances, c'est-à-dire que face à l'enthousiasme de mes apprenants, en fait, je confonds, j'ai tendance à penser que c'est OK, tout est appris et donc je peux passer à l'étape d'après. Donc, il est important dans ce processus d'apprentissage de valider régulièrement, d'y aller par étapes, bien évidemment, pour vérifier, questionner, remettre en question, vérifier. Et une des façons les plus simples de vérifier, c'est quand un apprenant est capable de réexpliquer avec ses propres mots, parfois avec son propre champ lexical, son domaine d'application, la manière dont l'information a été captée. Un autre point, c'est que vous l'aurez remarqué dans votre vie tous les jours, pas seulement dans l'apprentissage, quand vous vous sentez pas concerné
par le sujet qui est abordé autour de vous, que ce soit une conversation ou autre, vous décrochez. Et là, je vais aller un peu plus loin que ce qui est généralement proposé dans le cadre d'une formation. Et quand vous allez choisir une formation, c'est pas seulement déterminer une formation en fonction du sujet affiché, de votre niveau, des prérequis qui vont être demandés, mais d'aller interroger l'objectif spécifique, c'est-à-dire votre pourquoi, le besoin caché derrière votre pourquoi. Donc, vous avez un objectif qui est d'acquérir une compétence, mais quel est l'intérêt de cette compétence? Et puis, quel est le déclencheur? Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? À quel problème vous avez été confronté qui a éveillé en vous ce besoin? Et puis, de prendre en compte, en fait, vos contraintes. Quel est votre niveau d'urgence quant au fait d'aller acquérir cette compétence nouvelle? Quel est le contexte dans lequel vous êtes et qui va vous permettre de vous engager dans un processus d'apprentissage qui va potentiellement vous fatiguer davantage si vous continuez à travailler à plein temps, par exemple. Et donc, quels sont vos besoins spécifiques en termes d'application? Vous voulez découvrir un nouveau sujet, vous voulez acquérir une nouvelle compétence, mais c'est par rapport à quoi précisément? Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire que vous ne faisiez pas avant ou que vous faisiez différemment? Plus vous serez précis, plus en fait votre niveau de motivation va être important. Et on l'a vu, l'envie et la motivation vont faciliter votre capacité à rester attentif, à vous engager et donc à garder en mémoire des traces que vous pourrez ensuite récupérer et appliquer aisément en toute autonomie plus tard. Et évidemment, je reviens sur l'application par l'erreur qui est à la fois un pilier important dans le processus d'apprentissage, mais aussi qui est quelque part le point de bascule, en fait. Tout peut parfaitement bien se passer, vous pouvez être extrêmement motivé, avoir un sujet qui vous tient à cœur, avoir des raisons très importantes, une urgence derrière à apprendre, mais il se trouve que l'application par l'erreur est vraiment ce moment où vous êtes confronté finalement à vos fragilités, à vos croyances souvent limitantes, à des choses auxquelles vous êtes confronté au quotidien et que vous n'assumez pas pleinement peut-être, ou au contraire des craintes, des peurs que vous avez et qui se présentent à vous de multiples manières. Donc, il est important de comprendre que l'application par l'erreur doit être bien pensée dans le processus d'apprentissage et c'est quelque chose aussi à quoi vous devez apprendre à vous préparer. Et vérifiez quand vous vous engagez dans une formation ou quand vous choisissez une formateur, vérifiez auprès de votre formateur quel est ce processus, comment il se met en place. Il est important qu'il soit pensé de manière progressive, hein, que vous soyez confronté à des problématiques d'abord de manière j'allais dire presque superficielle, en vous confrontant à des situations que vous connaissez déjà, en voyant comment vous pouvez intégrer ces connaissances à ce que vous savez faire. Et puis après, de commencer à moduler avec des paramètres jusqu'à vous exposer à des situations nouvelles, des situations inédites, parce qu'après tout, dans la vie courante, au travail, dans notre quotidien, on est en permanence confronté à des situations inédites et qui vont nécessiter d'être un petit peu, créatif. Un petit commentaire aussi. Là, c'est parfait. On voit bien que des fois, on assiste à des formations, on a une information, par exemple Excel, et une fois que vous vous retrouvez confronté seul à faire les manipulations, etc., bah, vous êtes vraiment seul. Vous testez, vous avez oublié, vous avez changé, et au final, vous êtes perdu et vous vous démotivez. Vous rentrez dans la spirale, oui, je ne sais pas, et au final, vous abandonnez, et voilà. Les 5 leviers que je vous propose ici de retenir pour des formations à fort impact, que ce soit dans votre choix de formation, mais aussi pour structurer des formations, c'est la spécificité. En premier point. Parce que plus vous serez précis, plus votre cerveau va être votre compagnon et va quelque part faciliter le processus d'apprentissage. Si vous êtes précis, donc votre motivation est engagée et donc ça va vous permettre d'être attentif, de mémoriser facilement et de poser des questions, etc. Les enjeux, donc ça va avec cet objectif qui est précis, c'est ce pourquoi, hein, c'est cette motivation, c'est le problème à résoudre, c'est qu'est-ce qui se passe si je ne résous pas ce problème, hein, c'est vraiment ce qui va caractériser en fait le sens et l'utile pour rendre le processus atteignable, et puis les indicateurs.
Donc, tout au long du processus, il est important que vous puissiez vous rendre compte des progrès que vous faites. Ça, c'est ce qui permet d'activer les circuits de la récompense et de continuer à avancer malgré un niveau de difficulté qui progresse. Parce que l'idée, quand vous intégrez une formation, c'est de partir d'un point où vous êtes non sachant à un état où vous êtes totalement autonome et capable d'appliquer ces nouvelles compétences, quel que soit le moment, quel que soit le niveau de difficulté et quelles que soient les personnes avec lesquelles vous interagissez qui potentiellement, elles, sont déjà au fait de ces compétences. L'autre point, donc, qui va dans le sens, c'est l'architecture du parcours. Donc, vous l'avez compris, hein, la charge cognitive va être un frein. Le flux monotone va être un frein. Tout ce qui va être perçu comme étant désagréable, ennuyeux, trop chargé, trop compliqué, va court-circuiter en fait votre processus d'apprentissage. Donc, c'est important de vous intéresser à la manière dont le processus vous est proposé, comment il est séquencé, quelle est la part de théorie par rapport à la pratique, comment on vérifie que vous avez atteint certains paliers pour s'assurer qu'à l'issue de la formation, vous soyez bien arrivé à destination, que vous étiez bien arrivé à réaliser votre objectif. Et évidemment, le scénario pédagogique, c'est-à-dire ce fil rouge, ces modalités qui démarrent en amont du processus d'apprentissage et qui se poursuit même après, une fois que vous avez été certifié, par exemple. Et donc là-dedans, il est important de vérifier si un travail en groupe vous est proposé. Et tu l'évoquais tout à l'heure, Samuel, lorsque vous n'êtes pas à l'initiative de cette formation, lorsque c'est quelque chose qui a été demandé par un manager ou qui est au cœur d'un besoin lié au développement de l'entreprise, par exemple, d'intégrer en fait le manager dans un contrat tripartite, donc entre le formateur, le manager et l'apprenant, qui va permettre de vérifier qu'il y a un espace qui va être proposé à l'issue de la formation, un contexte qui va permettre ensuite aux salariés de pouvoir mettre en pratique. Si c'est pas le cas, si c'est une formation que vous avez engagée par vous-même, c'est important de vérifier si il y a un travail en binôme, un travail en groupe, en tout cas que vous soyez après pas livré à vous-même quelque part, que vous ayez toujours un soutien, un support pour aller vous poser des questions. Donc, ce qui m'amène, à ces bonnes pratiques. Est-ce que vous avez besoin de mettre en place ou de garder en tête dans le choix de vos formations? Donc, vous posez la question de quoi est-ce que j'ai besoin? Ça paraît évident comme ça, mais c'est pas juste un mot, c'est pas juste une compétence. C'est qu'est-ce que cette compétence va me permettre de gagner? Quel est le problème que cette compétence va me permettre de résoudre? Qu'est-ce que j'y gagne, moi, en tant que personne? Parce que quand vous vous engagez dans un processus d'apprentissage, vous allez acquérir des connaissances, des informations, des compétences, mais vous grandissez en tant que personne, hein. Donc, quel est l'objectif qui est derrière cet objectif? Qu'est-ce que ça va me permettre de faire? Comment je vais pouvoir le mettre en pratique? En quoi c'est important pour moi? Quel est l'enjeu derrière cette formation? En quoi est-ce pertinent? Voilà. Et puis, comme je vous le disais, soyez précis parce que dans le processus, il y a également tout le contexte dans lequel vous vous trouvez, le niveau d'urgence, pour quand j'en ai besoin. Est-ce que dans le temps qui m'est donné pour apprendre, je vais tout de suite pouvoir mettre en pratique dans un contexte qui va être plus ou moins difficile, etc., etc. Et du côté des formateurs, c'est d'autant plus important. Comprenez quel est le public qui va intégrer votre formation. De quelle manière vous allez pouvoir lui répondre spécifiquement. Si on prend par exemple des exemples de formation d'IA, il y a des gens qui veulent découvrir l'IA, mais pas de la même manière. Certains vont tout de suite vouloir utiliser l'IA pour permettre d'optimiser le fonctionnement de leur entreprise, et d'autres qui ont simplement besoin de comprendre déjà comment faire un prompt, ou qui ne savent même pas ce que c'est qu'un prompt, pour donner une idée. Et donc, c'est important de savoir à quelle population vous vous adressez, comment vous répondez à ce sujet de manière bien précise, quel problème, quel impact va octroyer votre méthodologie aux personnes qui s'engagent auprès de vous, et qu'est-ce qui fait votre différenciation? Pourquoi viendrez vous voir vous et pas quelqu'un d'autre? Quelle est votre valeur ajoutée quelque part? Et comment vous construisez votre processus pour garantir à vos apprenants qu'ils vont être totalement autonomes et que ils vont pas être largués dans la nature une fois avoir payé, une fois s'être engagés auprès de vous. Merci beaucoup, Sarah, pour ton éclairage. Avec plaisir.
Merci beaucoup. Au fond, tout ce qu'on vient de voir amène à une question. Quand on choisit une formation, comment savoir si elle va vraiment produire de l'impact? Donc, pour ça, je vous propose 6 questions très concrètes. D'abord, est-ce que l'objectif est clair et observable? C'est pas mieux manager. Voilà, il y a beaucoup de gens qui viennent, oui, je veux une formation de manager, etc. Non, il faut, par exemple, mon objectif, c'est savoir animer une réunion, dynamiser une réunion et à l'issue, définir un plan d'action clair, concret. Ensuite, est-ce qu'il y a des mises en situation ancrées dans le réel des participants? Parce que comme disait Sarah, si c'est pas concret, la personne ne peut pas se projeter, elle ne peut pas assimiler, elle peut pas être engagée. Est-ce qu'il y a avoir des feedbacks précis qui permettent vraiment de progresser, de rassurer? On rappelle, le cerveau, il a besoin d'être rassuré, d'être en confiance pour pouvoir assimiler les informations et de pouvoir mettre en pratique. Est-ce qu'il y a des rappels après la formation? Et enfin, est-ce qu'il y a un suivi qui est prévu pour passer à l'action? Par exemple, c'est ce qu'on expliquait en amont. Est-ce que l'entreprise, justement, une fois qu'elle a formé les collaborateurs, elle a mis en place un indicateur pour mesurer l'impact de la formation et la possibilité d'offrir la possibilité de mettre en action et en pratique ce qu'il vient d'apprendre. Concrètement, ces 6 questions peuvent servir de grille d'évaluation avant de choisir une formation. Ou si vous avez 5 à 6 oui à ces questions, c'est généralement un très bon signal, c'est que la formation aura un impact. En dessous, ça mérite d'être challengé. Si on prend un peu de recul sur ce que nous avons dit, aujourd'hui, quand on choisit une formation, on compare surtout ce qui est visible, le programme, le format, le prix. On ne prend pas le temps de réfléchir aux raisons qui nous amènent à se former et aux méthodes d'apprentissage les plus efficaces pour nous. La réalité est que nous avons tous des styles d'apprentissage différents et chaque formateur a sa propre méthode d'enseignement. Et c'est là que la pédagogie du formateur devient essentielle ou que les méthodes pédagogiques appliquées par le formateur sont essentielles. Au-delà de choisir une formation, il faut aller un peu plus loin que ces critères habituels et se poser des questions simples. Quel est le vrai objectif de cette formation pour vous? Comment vous apprenez le mieux, vous, en tant qu'individu, et surtout comment vous utiliserez ce que vous allez apprendre. On ne mesure plus la formation elle-même, mais l'impact concret qu'elle aura eu. On a travaillé à un autre parcours de formation assez différent et plus impactant avec Edwin. Aujourd'hui, les parcours sont assez classiques. On va sur Google, on cherche une formation, on trouve un programme, on compare, on choisit et on espère que ça fonctionnera. Avec Edwin, la recherche de formation est pensée différemment. La plateforme web permet une recherche de formation ciblée selon votre niveau, le format, le financement souhaité. Et ce qui est inédit chez Edwin, avec Edwin, c'est qu'il est affiché instantanément des profils de formateurs ou de coachs que vous allez pouvoir comparer selon vos critères. Une fois que vous avez identifié le formateur avec qui vous souhaitez être accompagné par rapport à ces différents critères, le contexte, son profil, vous échangez directement avec lui ou avec elle pour préciser votre besoin. On revient sur la notion de cadrage, comprendre sa pédagogie, comprendre la pédagogie du formateur, si elle correspond à ce que votre manière d'apprendre, et voir si vous êtes en phase. Parce que le feeling compte. Le feeling permet d'être en confiance et aussi de se sentir engagé. Parce que à ce moment-là, vous n'êtes plus dans un simple choix d'une formation. Vous êtes engagé dans un parcours de formation avec une personne que vous avez choisie et que tout est bien cadré, que vous savez que elle aura un impact. Ça va être un parcours ciblé, plus adapté et surtout beaucoup plus de chances d'avoir un réel impact sur ce que vous allez apprendre. Merci encore à toutes et à tous pour votre attention.